Ben, ok, marhaba bikoum, donc dans ce quatrième module de l'IRM pas à pas, où on va voir maintenant les artefacts. Donc on va finir par les artefacts. Je pense que c'est le chapitre le plus important, euh, que ce soit pour les techniciens et pour les résidents. Pourquoi? Parce que les artefacts, c'est le pain quotidien. Donc la plupart des examens sont toujours, bon, au moins beaucoup ou peu artefactés. Mais le plus important, c'est de savoir tout d'abord identifier l'artefact. Son principe physique, c'est pas très important, mais surtout comment le corriger, comment l'éviter. Parce qu'il y a des artefacts qu'on peut supprimer, mais il y a des artefacts qu'on ne peut pas supprimer, mais on peut les éviter. On va voir les principaux artefacts qu'on peut voir en IRM. C'est la liste des artefacts. On commence par les artefacts de mouvement qui sont très nombreux. Les images fantômes, ça peut entrer dans le cadre des artefacts de mouvement. C'est la même chose pour les artefacts de flux. Vu que le flux c'est un mouvement, donc on peut l'inclure dans les artefacts de mouvement. La susceptibilité magnétique, la troncature, le repliement, le déplacement chimique et on va finir par l'excitation croisée. Je ne pense pas qu'on peut voir tous ces artefacts en une heure, je pense que c'est impossible. On va voir au moins les artefacts de mouvement, éventuellement la susceptibilité magnétique pour ce cours, éventuellement la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir le reste des artefacts. Les quatre derniers, on peut les voir dans une heure, mais les artefacts de mouvement, je pense il faut beaucoup de les détailler parce qu'il y a beaucoup de types de mouvements. Donc on va commencer par l'artefact de mouvement qui se voit dans la direction de la phase. Donc si on a un plan, donc une image, une coupe par exemple axiale, l'artefact de mouvement, on le voit dans une seule direction généralement, c'est la direction de la phase. Généralement, vous allez me dire comment on peut connaître la direction de la phase. Eh bien, c'est très simple. Là où il y a l'artefact de mouvement, c'est la direction de la phase. Et pourquoi il se voit dans la direction de la phase? Eh bien, c'est très simple. Parce que la direction de la phase, on a vu l'autre fois qu'on a une direction de la phase et une direction de la fréquence. La direction de la fréquence, c'est le gradient de fréquence ou gradient de lecture. C'est un balayage rapide, donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas beaucoup d'artefacts de mouvement dans la direction de la fréquence. C'est très rare de voir un artefact de mouvement qui se projette dans la direction de la fréquence, alors que dans la direction de la phase, elle est lente, donc l'acquisition se fait ligne par ligne, et donc on aura beaucoup plus de chances ou de malchance d'avoir des mouvements lors de l'acquisition de la phase, et donc c'est pour cette raison les artefacts de mouvement se projettent essentiellement dans la direction de la phase. On va voir des exemples par la suite. Bien sûr, il y a différents types de mouvements. Il y a les mouvements aléatoires du patient. Il y a les mouvements de battement des structures artérielles, notamment l'aorte, les carotides si on explore la région cervicale ou le massif facial. Les mouvements involontaires, tels que le péristaltisme intestinal. Il y a les mouvements respiratoires et les mouvements cardiaques, donc le battement cardiaque. Donc on va commencer par le premier type de mouvement qui est le mouvement aléatoire du patient, qui sont dus au patient. Donc le patient que ce soit il est agité, ou par exemple il a des problèmes neurologiques, donc des troublements et tout. Donc on va voir ces artefacts. Voyez ces artefacts là, donc voyez là c'est une coupe axiale, et voyez l'artefact des globes oculaires par exemple, il se projette du côté, donc horizontalement, droit gauche ou gauche droit, peu importe. Donc là, quand on voit cette image, eh ben, on va dire directement que la direction de la phase c'est droite-gauche et la fréquence c'est antéro-postérieur. Donc vous voyez l'artefact, il se projette du côté droit vers le côté gauche ou vice versa, peu importe. Donc ça, on est sûr que ça c'est la direction de la phase et ça c'est la direction de la fréquence. Si on voit cet exemple là, vous voyez les globes oculaires et on voit
des images fantômes, des globes oculaires qui se projettent dans cette direction. Donc on va dire que cette direction c'est la phase et cette direction c'est la fréquence. Ok? Donc comment éviter ces artefacts? Eh bien, il y a des choses simples. Tout d'abord, il faut expliquer au patient que c'est un examen qui va durer au moins 15 minutes à 30 minutes. Parce que si on n'explique pas au patient, et généralement il a déjà fait un scanner, donc le scanner, vous savez, 30 secondes et le patient il part chez lui, alors qu'en IRM, il entre dans le tunnel, dans le tunnel, il va passer plusieurs minutes, donc il va s'inquiéter. Puisqu'il va s'inquiéter, il va bouger obligatoirement. Donc il faut expliquer au patient, il faut le mettre dans une position qui est confortable, en décubitus dorsal, les bras allongés le long du corps par exemple, donc des positions qui sont confortables. S'il se met dans une position qui est inconfortable, il va bouger obligatoirement. Donc pour les tremblements involontaires, bon, il n'y a pas beaucoup de solutions, du moins, donc peut-être il faut le fixer un peu. Et les mouvements des globes oculaires, il faut expliquer au patient de fermer les yeux, donc, et surtout ne pas bouger les yeux pour ne pas avoir ces images-là. Ok? Donc, il y a des solutions qui sont simples. Avant que le patient entre dans le tunnel, il faut lui expliquer, surtout si on va faire une IRM des orbites, il ne faut pas que le patient donc bouge les globes oculaires, sinon on aura des examens de très mauvaise qualité et ininterprétables. Donc voyez ces images qui se projettent dans la direction de la phase, c'est ce qu'on appelle des images fantômes. Parfois on a ces images donc, qui sont un peu aléatoires. L'aléatoire, c'est dû à des mouvements qui sont très rapides. Alors que les images fantômes, généralement, quand on a des mouvements qui sont plutôt périodiques, donc des mouvements qui ne sont pas très fréquents, où on voit les images fantômes. Bon, mais peu importe, l'essentiel c'est d'informer le patient, l'installer confortablement, il faut la fermeture des yeux, éventuellement si on va faire une IRM des orbites, ou bien il doit avoir un regard qui est fixe, il ne doit pas bouger les globes oculaires à droite et à gauche, éventuellement la sédation et l'anesthésie générale, et on peut inverser la phase et la fréquence, et ça c'est très important. C'est quoi inverser la phase et la fréquence? Eh bien, vous savez, ce plan qui correspond à un plan de Fourier, il a une direction de phase et une direction de la fréquence. La direction de la phase c'est ça, et la fréquence c'est ça. Pourquoi ça c'est la direction de la phase? Parce qu'on voit ces artefacts-là. Vous voyez l'artefact qui se projette au niveau des lobes temporaux, par exemple, il peut gêner la détection d'un hypersignal ici. Comment éviter ça? Et imaginez que le patient, il ne peut pas fermer les yeux, il n'arrête pas de bouger ses yeux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une autre solution, c'est d'essayer d'éviter cet artefact et non pas le supprimer. Comment l'éviter? Eh bien, il faut juste demander au technicien d'inverser la phase et la fréquence. La phase, la phase et la fréquence, les directions, sont mentionnées sur la console de l'IRM. Donc, la console de l'IRM, quand on met la matrice, par exemple 200 pixels sur 300 pixels, peu importe, elle donne la main pour choisir la direction de la phase. La direction de la phase, pour le technicien ici, il a choisi antéro-postérieur. Donc on aura ces artefacts qui se projettent dans cette direction. Si on veut les éviter, on peut demander au technicien de changer la direction de la phase et la fréquence. Quand il change la phase droite-gauche et non pas antéro-postérieur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous voyez, l'artefact, il va se projeter dans cette direction. Donc, il va suivre une ligne horizontale et non plus en verticale, puisqu'on a changé la direction de la phase et la fréquence. Donc, cette image, la phase, c'est antéro-postérieur. Pour cette image, la phase, c'est droite-gauche ou gauche-droite, peu importe. Ok? C'est clair ou pas? Ok. Voilà, donc juste il faut inverser la phase et la fréquence. Est-ce que ça change quelque chose ou pas? Généralement, ça ne change pas grand-chose, que ce soit sur le temps d'acquisition,
que ce soit sur la qualité de l'image, ça ne change pas grand-chose. Ok? Parfois, ça augmente un peu le temps d'acquisition, mais généralement, ça ne change pas grand-chose. Donc, il faut juste choisir la direction de la phase pour que les globes oculaires se projettent en dehors des lobes temporaux et comme ça, on peut interpréter cette zone-là sans problème. Ok? Donc, la projection, elle se fait ici plutôt en frontal et en dehors du corps, donc ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Ok? Donc ça, c'est les mouvements aléatoires, les solutions. Donc les solutions, c'est tout d'abord expliquer aux patients, surtout expliquer. Le déroulement de l'examen, c'est un examen qui va durer assez longtemps. Parfois, il faut des apnées, il ne faut pas bouger. Il ne faut pas ouvrir les yeux et bouger les globes oculaires surtout. Si on n'a pas de solution, on peut inverser la direction de la phase et la direction de la fréquence. Ok? Voilà. Il y a une autre solution. Oui. Vous êtes en train d'enregistrer déjà? Je pense que oui. Je vais vérifier. Oui, je suis en train d'enregistrer. D'accord. Bon, je pense que je suis en train d'enregistrer. B. Une autre solution qui est relativement récente, elle n'est pas disponible sur toutes les machines, mais bon, sur les nouvelles machines, elle est disponible. C'est ce qu'on appelle l'acquisition radiale du plan de Fourier. L'acquisition radiale de plan de Fourier, chez General Electric, c'est le Profiler, c'est le Multivan chez Siemens, c'est le... Je ne me rappelle plus, chez Multivan, c'est chez Philips. Chez Siemens, je ne me rappelle plus du truc. Et bon, elle est disponible chez tous les constructeurs actuellement. Elle était, en premier, elle a été développée par General Electric avec la séquence Profiler. Donc, c'est quoi cette acquisition radiale du plan de Fourier? Vous voyez, l'acquisition d'un plan de Fourier ici, elle se fait ligne par ligne, vous voyez, donc ligne par ligne. Là, on a combien d'acquisitions? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, comme si on a fait 6 TR pour remplir ce plan de Fourier. Avec ce plan de Fourier, vous voyez, dans un seul TR, par exemple en blanc, on fait l'acquisition de plusieurs lignes. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé ce qu'on appelle le turbo spinico ou le fast spinico. Au lieu de faire l'acquisition d'une ligne par un TR, on fait l'acquisition de 10 lignes, par exemple, dans un seul TR. Ce plan de Fourier contient 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 10, ça fait 60 lignes. Au lieu de faire l'acquisition dans 60 TR, pour raccourcir, on utilise le fast spinico, et donc avec un facteur turbo de 10, par exemple. Donc, un TR, 10 lignes, un TR, 10 lignes. Donc, dans 6 TR, on fait l'acquisition de notre plan. Bon, ça c'est pas très important. Et par la suite, ce plan, il donne cette image-là. Ok? Cette image qui est artefactée par des artefacts de mouvement, que ce soit le mouvement respiratoire, aléatoire, peu importe. Ok? Donc ça, c'est l'acquisition classique. L'acquisition classique, elle se fait de façon linéaire, donc ligne par ligne du plan de Fourier. Avec la technique Profiler ou Multivan, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'acquisition, elle ne va pas se faire de façon linéaire, mais elle se fait de façon radiale. Donc, vous voyez, on n'a rien changé. Un TR, un plan de Fourier. Un TR, excusez-moi, 10 lignes de plan de Fourier. Un autre TR, 10 lignes, et ainsi de suite. Donc, entre ça et ça, il n'y a pas beaucoup de différence, du moins sur le plan temps d'acquisition. Le temps d'acquisition est le même ici, 6 TR, et ici, c'est 6 TR. Quelle est la différence? La différence, c'est que le plan de Fourier ici, il est rempli de façon linéaire, alors que ici, il est rempli parfois par une technique radiale. Quel est l'avantage et l'inconvénient de ce remplissage radial du plan de Fourier? Vous voyez ici que le centre de notre plan, il est suréchantillonné. Donc, il est acquis, non pas une seule fois,
mais il est acquis 6 fois. Alors que ici, le centre, il est acquis une seule fois, au maximum 2 fois. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne tout d'abord une nette amélioration du contraste. Donc on a un très bon contraste sur cette acquisition-là. Quel est l'inconvénient? L'inconvénient, c'est que, vous voyez ces espaces vides ici, ça correspond à quoi? À la périphérie de notre plan de Fourier. Et la périphérie, elle code à quoi? Elle code à la résolution spatiale. Donc on aura une résolution spatiale qui est inférieure à cette technique-là. Ok? Donc on a un très bon contraste, mais la résolution spatiale, elle est légèrement inférieure par rapport à cette technique d'acquisition qui est la technique classique. Ok? Donc comment remédier à ce problème? Bon, il faut ajouter d'autres acquisitions, par exemple ici, et ici, et ici, pour combler un peu les espaces vides. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une augmentation du temps d'acquisition. Donc on va augmenter le temps d'acquisition, mais en contrepartie, on a un très bon contraste sur les images acquises en mode profiler. Mais après tout, ça sert à quoi? Comment éliminer les mouvements aléatoires? Eh bien, vous savez tous qu'une acquisition comme ça, elle permet d'avoir une image d'assez bonne qualité. Pourquoi? Parce que déjà le centre, il est acquis par ce truc jaune ici, cette acquisition jaune, déjà on passe par le centre. Donc on a déjà le contraste sur notre image avec un peu de périphérie, donc un peu de résolution spatiale. Donc qu'est-ce que ça va entraîner? Donc cette acquisition, elle donne déjà une image qui est assez acceptable. Cette acquisition, elle donne une image qui est assez acceptable. Donc en fin de compte, on aura 6 images qui sont assez acceptables. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de les comparer. Imaginez que cette image et cette image, le patient, il n'a pas bougé du tout. Donc si on fait la soustraction de ces deux images, on va les comparer. On va trouver deux images identiques. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'entre cette acquisition et donc ce temps de répétition et ce temps de répétition, le patient, il n'a pas bougé. Donc on va les préserver. Imaginez qu'au moment de l'acquisition de ce TR ou ces 10 lignes, le patient a bougé. Donc si on va essayer de comparer cette acquisition avec cette acquisition, on va dire qu'il y a une différence. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pas l'utiliser. On va dire que le patient, il a bougé ici. Le patient revient à la même position. Donc on va dire ici, et ici, c'est identique. Donc on va les laisser. Donc en fin de compte, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va filtrer. Il va dire que toutes ces acquisitions-là, celle-là et celle-là, sont identiques. Donc le patient, il n'a pas bougé du tout. Donc il va les préserver. Alors que ces deux acquisitions, le patient, il a bougé. Il a tourné la tête, par exemple, un peu. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va les supprimer. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un plan de Fourier où on a un centre qui est d'assez bonne qualité, de très bonne qualité, voire même, et une périphérie qui est assez médiocre. Elle n'est pas bien représentée. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter d'autres acquisitions et il va toujours les comparer par rapport à ces acquisitions-là. Et donc, on aura une image qui est de très bonne qualité, dans le sens où il n'y a pas du tout, presque il n'y a pas du tout d'artefacts. Donc on aura une image qui est assez nette. Il n'y a pas de flou qui est dû aux artefacts de mouvement aléatoires. Ok? Donc cette technique profiler ou multivan, c'est une technique qui est très robuste, surtout si on n'a pas beaucoup de mouvements. Donc on a des mouvements aléatoires, par exemple un patient qui est en coma, ou bien un patient qui est un peu obnubilé, et on va faire une IRM cérébrale dans le cadre d'un AVC, donc un bilan d'un AVC, bilan de thrombolyse. Donc généralement quand on fait une technique flair, on fait une séquence flair avec le profiler. On ne fait pas le flair classique, donc avec une acquisition ligne par ligne, c'est une acquisition plutôt radiale. Et généralement ça marche très bien quand le patient il est un peu agité, donc il fait des mouvements. Certes, ce n'est pas les mouvements très rapides et brusques et très fréquents,
parce que là, on peut pas s'en passer de ces artefacts, mais avec quelques mouvements donc de rotation de la tête et tout, ça se passe très bien et on aura une image qui est très acceptable. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair ou pas? Oui, c'est clair, juste j'ai une Oui, remarque dans la boîte de messagerie. oui. Pour Siemens, c'est Blade ou Blade. Oh, exactement, c'est le Blade. Le Propiler, Blade et le Multivan chez Philips. Ok? Voilà, donc ça c'est la technique Propiler. C'est une technique qui est très efficace. On l'utilise de façon quasi systématique en pelvis. Pourquoi? Parce que ça permet d'éviter les mouvements du péristaltisme. Donc les mouvements du péristaltisme, ils peuvent être éliminés par cette technique Propiler. Donc, et ça permet d'éviter ces artefacts donc, du péristaltisme intestinal qui se projettent par exemple sur l'utérus et tout. Ok? Donc ça c'est la technique Propiler. Et elle permet également d'éviter les artefacts de mouvement de la paroi abdominale. Hein. La paroi abdominale, quand ça bouge avec les respirations et tout, ça permet d'éviter ces artefacts-là. Donc c'est une technique qui est très efficace. On l'utilise en IRM cérébral, surtout chez les patients agités. Le pelvis, presque de façon systématique, on utilise le Propiler. On peut l'utiliser également en IRM hépatique si on a un patient qui n'est pas bien coopérant, donc il a une respiration qui est un peu irrégulière. Et pourquoi pas utiliser Propiler, le Blade ou le Multivan. Ok? Elle est, elle est, Docteur, mais c'est oui, oui. pour le temps d'acquisition, il est même ou il est plus long. Généralement, le temps d'acquisition, il augmente un tout petit peu. Pas beaucoup, mais il augmente un tout petit peu. Il augmente un peu. Si on part pour un flair de 3 minutes, on va avoir avec le Propiler 3 minutes 30, 3 minutes 40 secondes. Bon, tout dépend bien sûr du constructeur, mais ça augmente un tout petit peu. Et il augmente, pourquoi? Parce qu'on a un sous-échantillonnage de la périphérie, donc elle est obligée d'augmenter un peu l'ETR, donc le nombre d'acquisitions, pour essayer d'améliorer un peu la résolution spatiale. Hein. Ok? Oui. Pour l'appareil et pour la machine, Mhm. est-ce que c'est une option qu'on doit sélectionner lors de l'acquisition? Oui, donc la technique, déjà, je parle sur, bon, du moins pour Philips. Donc si on choisit un flair classique, une séquence flair classique, flair classique, mais le boîte des séquences qui sont préétablies, on va trouver le type d'acquisition, soit linéaire, soit la technique Propiler. Donc il faut juste cocher Propiler et donc ça bascule directement en mode Propiler. On peut l'éviter, kiff kiff, Propiler, on peut passer en mode linéaire et comme ça on passe à une technique donc, de remplissage linéaire. Ok? Voilà, donc si on se résume, la technique d'acquisition de plans de Fourier, on a vu la technique linéaire qui est la plus simple, la plus classique et la plus basique. On a vu l'autre fois le remplissage spiralé, ça sert essentiellement pour l'angio, donc qui code pour le contraste, on peut remuer, puis le remplissage de la périphérie. On peut faire un remplissage, ce qu'on appelle radial, et c'est la technique Propiler ou Multivan ou Blade chez Siemens. Ok, donc le remplissage du plan de Fourier, il est très variable. On peut le modifier pour améliorer ou pour éviter tel ou tel problème. Ok, mais le classique c'est ça, c'est le linéaire, ligne par ligne, de haut en bas, du côté gauche vers le côté droit généralement. Ok, donc C'est clair, oui. voilà, donc ça c'est pour le Propiler. On peut utiliser également les séquences rapides. Les séquences rapides qu'on a vues l'autre fois, c'est les séquences AS, les séquences single shot, qui existent en pelvis, en abdomen, et ça existe également même en cérébral. Il y a des techniques rapides, donc en cérébral, les séquences T2 rapides. Certes, le contraste, c'est pas le contraste, c'est essentiellement le rapport signal sur bruit, il va être inférieur,
mais ça permet d'éviter les artefacts de mouvement. Si on a à choisir entre une séquence axiale T2 sur le cerveau où il y a plein d'artefacts de mouvement et d'assez bon rapport signal sur bruit et une séquence où on a un mauvais rapport signal sur bruit mais on n'a pas d'artefact de mouvement, peut-être on va choisir plutôt une séquence rapide avec du SNR qui est faible, mais il n'y a pas d'artefact, que de choisir une séquence qui est artefactée et qui est le plus souvent ininterprétable. Ok? Donc les séquences rapides sont disponibles. J'ai oublié de vous dire que la séquence profiler, généralement elle est disponible avec les séquences avec un TR qui est lent. Donc généralement avec les séquences T2. Avec les séquences T1, c'est pas, elle n'est pas disponible sur toutes les machines. Du moins à Monastir ici, elle n'est pas disponible sur les séquences T1. Elle est disponible seulement avec les séquences ATR lent. ATR court, elle est disponible, mais il faut payer davantage de l'argent pour acheter cette option profiler avec les séquences T1. Donc elle est disponible avec les densités protoniques, avec les séquences T2. Elle est presque de base actuellement avec les nouvelles machines. Les profilers T1, il faut dépenser de l'argent pour l'acquérir. Voilà, donc ça c'est pour les artefacts de mouvement. Profiler, pourquoi pas les séquences rapides, les séquences AST, les séquences T2 rapides, on peut les utiliser. Et surtout, il faut expliquer aux patients de ne pas bouger. Sinon, on peut inverser la phase et la fréquence. On vient sur le battement d'une artère, et l'exemple type c'est l'aorte, qui se projette au niveau du lobe gauche. Et je pense qu'on s'est fait avoir plusieurs fois par un nodule au niveau du lobe gauche, alors qu'il s'agit tout simplement de l'aorte. C'est le battement de l'aorte. C'est la même chose au niveau du rachis, parce que le battement de l'aorte se projette d'avant en arrière, donc dans l'axe, dans la direction de la phase, et généralement en IRM hépatique, on choisit la phase en antéro-postérieur classiquement, et droite-gauche, c'est la direction de la fréquence. Ok? Généralement, la machine, quand on a un fauve rectangulaire, par exemple comme ça, donc une matrice qui est asymétrique, généralement, elle choisit ça comme direction de la phase. Le cérébral, par exemple, généralement, la matrice, elle est comme ça, puisqu'on a le cerveau qui est allongé un peu comme ça. Donc, la direction de la phase, classiquement, c'est le droite-gauche. Classiquement. Mais on peut les inverser. Par défaut, généralement, elle est choisie droite-gauche. Bien sûr, si on part sur une coupe axiale. Une coupe axiale qui passe par l'abdomen. Vous savez, l'abdomen, généralement, il est allongé comme ça. Donc, la direction de la phase, c'est la direction la plus courte. Donc, elle est antéro-postérieure. Mais on peut les inverser. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est un simple jeu de boutons. Inverser la phase et la fréquence. Et la phase et la fréquence sont inversées. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ce qu'on appelle des images fantômes. Des images fantômes de l'aorte qui se projettent au niveau du lobe gauche, au niveau de la paroi abdominale et même en dehors du corps. Au niveau du rachis, parfois on peut les prendre à une lésion du corps vertébral. Et donc il faut juste identifier, il faut voir. Donc il faut parfois desserrer un peu la fenêtre, élargir la fenêtre pour voir que cet artefact se projette en dehors du corps et donc ça ne peut être qu'un artefact, ça ne peut pas être une lésion, donc une lésion réelle. Ok? Donc cet artefact se projette dans la direction de la phase. Il est un peu compliqué à expliquer. Il est dû à deux phénomènes. Tout d'abord, le battement de l'aorte, donc l'expansion systolique de l'aorte qui entre dans le cadre des artefacts de mouvement classiques. Et il y a également le flux au niveau de l'artère. Le flux au niveau de l'artère, ça entraîne ce qu'on appelle l'IVIM, donc l'intravoxel incoherent motion. Donc c'est des protons qui se déphasent au sein d'un pixel. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On aura une erreur
de codage de la phase de ces protons. Donc les protons liés donc au plasma et qui circulent dans le sang, il y aura une turbulence et tout, ça entraîne un déphasage des protons et donc une erreur de codage de la phase de ces protons. Donc qu'est-ce que ça va entraîner? Une erreur de codage de la phase. Donc au lieu d'acquérir la phase, je dis n'importe quoi, plus pi sur 2, donc il va être acquis comme si il avait une phase de plus pi sur 4. Donc qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner une erreur d'emplacement de ces protons, qui est le sang circulant. Au lieu qu'il va être situé ou dessiné au niveau de l'aorte, il va être désigné en dehors de l'aorte et au-delà donc, de l'aorte. Donc c'est une erreur de codage de phase qui est due au déphasage des protons, donc du sang circulant. L'artefact de flux se voit avec les vaisseaux, avec les artères, avec les veines et même avec le liquide céphalorachidien. Donc, vous savez, l'artefact de flux, entre autres, il est dû à cet artefact, donc artefact de flux, qui est très compliqué. Donc, que ce soit le flux il est lent ou le flux il est rapide, il y a donc plusieurs manifestations. Au niveau des flux rapides, et notamment au niveau de l'aorte, et la même chose au niveau des carotides, on voit des images fantômes donc, qui se répètent tout le long de la direction de la phase de ce vaisseau. Ok? Ça entraîne des images fantômes. Comment les éviter? Eh ben, on peut les éviter en changeant la phase et la fréquence. Donc vous voyez, ça c'est l'aorte. Imaginez que la projection se fait dans cette direction, puisqu'on a choisi la phase en antéro-postérieur. On peut avoir un nodule ici qui va être caché par cet artefact, ou bien il n'y a pas de nodule du tout, et on voit l'artefact de l'aorte, et on va le prendre pour un nodule. Ok? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste inverser la phase et la fréquence. On inverse la phase et la fréquence, et ben notre fantôme, il va se projeter plutôt en droite-gauche, et comme ça, on peut interpréter le lobe gauche sans problème. Cet artefact se voit que ce soit avec les séquences in-phase, out-phase, se voit avec les séquences T2 également. Avec les séquences in-phase, out-phase, à la limite, c'est facile parce que si on trouve cet artefact, on va demander au technicien de refaire l'acquisition tout en changeant la phase et la fréquence. Et une acquisition de 15 secondes, à la limite, ce n'est pas la fin du monde, que ce soit pour le technicien, le médecin et même le patient. Mais par contre, pour les séquences T2, où l'acquisition elle va durer 2 ou 3 minutes, c'est bête d'avoir un artefact qui se projette sur le lobe gauche, alors que sur la demande de l'examen, on cherche à caractériser un nodule qui se projette au niveau du lobe gauche du foie. Donc si on a un nodule au niveau du lobe gauche du foie, on va demander d'emblée au technicien de faire une séquence axiale tout en modifiant la direction de la phase. Comme par défaut, elle est antéro-postérieure. Il faut changer la direction de la phase en droite-gauche et comme ça, on peut interpréter notre lobe gauche sans problème. À la limite, il se projette au niveau du secteur latéral droit, c'est pas grave. Donc, à moins qu'on ait un doute, dans ce cas, on peut refaire l'acquisition. Il y a une autre technique, c'est la technique d'une bande de présaturation. La bande de présaturation, c'est quoi? Si vous avez remarqué, au niveau de l'IRM rachidienne, notamment du rachis cervical, on utilise beaucoup des bandes de présaturation. C'est quoi? C'est une bande comme ça. Donc une bande, généralement, elle est schématisée en rouge, parfois en bleu, mais le plus souvent, elle est en rouge. C'est quoi cette bande de présaturation? C'est une bande qui est placée par le technicien. Ça sert à quoi? Cette bande, qu'est-ce qu'elle entraîne? Donc cette bande, on va ordonner à l'IRM d'émettre une impulsion 180 degrés au niveau de cette zone-là pour saturer tous les protons qui sont situés ici. Par la suite, si on fait l'acquisition, on aura un signal qui provient de tous les protons, sauf la zone saturée. C'est ce qu'on appelle une bande de présaturation. Donc, au lieu
de lancer l'acquisition avec 90 et 180 classiques, on va précéder l'impulsion 90 par une impulsion 180 degrés, mais elle est sélective de ce plan de coupe. Donc ce plan de coupe, il va être complètement saturé et donc il ne donne pas de signal. Vous voyez ce plan de coupe ici, contient quoi? Il contient le cœur, l'aorte ascendante et l'aorte descendante. Vous savez, le sang, il arrive au niveau de l'aorte abdominale à travers l'aorte thoracique. Donc si on sature les protons au niveau de l'aorte thoracique, donc les protons, quand ils arrivent ici, ils ne donnent pas de signal. Donc il n'y a pas de déphasage de spin. Et donc on n'aura pas cet artefact qui va se projeter dans la direction de la phase. Donc on n'aura pas du tout d'artefact, donc avec une bande de présaturation. Donc vous voyez sur le surveil, donc la coupe de repérage, on place une boîte de saturation, ce qu'on appelle une bande de présaturation. On sature le sang au niveau du cœur, au niveau de l'aorte, et comme ça on n'aura pas cet artefact-là qui est dû à la présence donc, de l'hypersignal au niveau de l'aorte abdominale. J'ai oublié de vous dire que tous ces artefacts de mouvement se voient avec les structures qui sont en hypersignal. Donc une structure en hyposignal, généralement, ne donne pas d'artefact de mouvement. Ok? Et tout à l'heure, on voyait l'artefact du globe oculaire, parce que le globe oculaire, il était en hypersignal sur la séquence T2. On ne voit pas l'artefact des globes oculaires sur une séquence T1 parce qu'ils sont en hyposignal. Ok? Donc, l'artefact de mouvement, et la plupart des artefacts, se voient quand on a un hypersignal. Quand c'est blanc, quand c'est noir, ça ne donne pas d'artefact. Donc, du noir sur du blanc, ça va rien changer. On va voir plutôt l'hypersignal. Ok? Donc, on voit les artefacts des structures qui sont en hypersignal. Ok? Et d'ailleurs, parmi les astuces pour ne pas voir les artefacts de la paroi abdominale, c'est la FATSA. Le fait de saturer la graisse abdominale, c'est la même chose pour le pelvis. Même si la paroi abdominale bouge, il y aura un artefact, mais un artefact en hyposignal, donc on ne le voit pas sur les images. Ok? Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a pas de questions? Il y a juste une question. Oui. Est-ce que la séquence pays où propeller, flair, c'est malade agité? La séquence? Propeller, flair, Oui. ou pays? API. C'est le malade. EPI. Oui. Non, le PI c'est une autre technique. Inch'Allah, نشوفوا diffusion, on fait un cours sur la diffusion. On va le précéder par l'écoplanar. L'écoplanar, c'est une autre technique. Je ne veux pas entrer beaucoup dans les détails. L'écoplanar, c'est une autre technique de réception de signal. Comme le signal en écho de spin et l'écho de gradient, il y a ce qu'on appelle l'écoplanar. Ok? Donc c'est une technique de réception de signal. La réception de signal de l'écho de spin, c'est un gradient de lecture qui va lire le signal qui est dû à l'impulsion 180 degrés, qui permet de rephaser les spins. L'écho de gradient, on a vu que c'est un gradient bipolaire, un gradient de lecture bipolaire. Il entraîne l'apparition de l'écho, ce qu'on appelle l'écho de gradient. Pour l'écoplanar, c'est une technique qui s'approche plutôt de l'écho de gradient, mais elle est beaucoup plus rapide que l'écho de gradient. Mais on ne peut pas faire de l'API, du flair API, du moins en pratique, on ne le fait pas. En théorie, ça peut se faire. L'écoplanar, on ne l'utilise pas quand on a besoin de la morphologie. L'écoplanar, c'est essentiellement pour le fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'elle a une très mauvaise résolution spatiale. Donc l'écoplanar, si vous voulez un résumé sur l'écoplanar rapidement, on l'utilise dans 3 séquences. La séquence de diffusion, les séquences de perfusion et l'IRM fonctionnel. Donc l'IRM de l'activation cérébrale, on utilise l'écoplanar. Donc les 3 séquences ou les 3 techniques qui utilisent la réception de signal en écoplanar. Ok? Mais le flair, c'est du turbo-spin-écho inversion récupération avec une acquisition, la classique, la flair classique, c'est une acquisition, donc ligne
par ligne, comme ça. Et le propiler, c'est une acquisition plutôt radiale. Donc le remplissage, il se fait de façon radiale. Ok? Donc ça c'est le propiler. Ça c'est le propiler. Et ça c'est le remplissage classique. La plupart des séquences, 90% des séquences, l'acquisition, elle se fait ligne par ligne ou plusieurs lignes par ligne. Donc plusieurs lignes, donc une dizaine de lignes par terre. Ok? C'est clair ou pas? C'est clair. Oui, c'est clair, merci. Voilà. Donc on passe. Une autre technique, notamment pour le péristaltisme et même pour les mouvements, on peut utiliser ce qu'on appelle une bande de pré-saturation. Une bande de pré-saturation, ça sert à quoi? Comme on a expliqué tout à l'heure, imaginez ici qu'on a les anses intestinales et on a ça comme direction de la phase. Et c'est logique, hein, la direction de la phase, elle est antéro-postérieure, elle ne peut pas être sub-inf ici. Pourquoi? Parce que vous voyez, l'exploration en sub-inf, elle est très importante. Donc, le nombre de lignes, il va être très important. Par exemple, ici, on a une matrice qui est asymétrique. Par exemple, on va dire 500 sur 200. Automatiquement, la phase, elle augmente le temps d'acquisition. Le temps d'acquisition, il est égal au nombre de lignes fois le TR, fois le NEX, sur le facteur turbo. Donc, le nombre de lignes, il est très important dans le temps d'acquisition. OK? Donc, imaginez ici 200 et ici, on a 500. On va placer automatiquement la phase ici. Parce que si on change la phase, elle était à 200, on passe à 500. Donc, on va doubler, donc presque de 250% le temps d'acquisition. OK? Donc là, ça c'est la direction de la phase. Mais il faut faire attention. Ici, on a la paroi abdominale qui va bouger. Vous savez tous, quand on va faire une IRM lombaire, on ne va pas demander une apnée au patient. Donc, on aura des artefacts de la paroi abdominale qui est en hypersignal, n'est pas saturée. Donc, ça donne des artefacts. Le péristaltisme intestinal, il donne des artefacts. Vous voyez, donc l'image, elle est un peu artefactée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer une bande de pré-saturation comme ça. Et comme ça, on va saturer tout ça avec les anses intestinales. On va trouver une image qui est beaucoup plus nette. Et on a une bande noire. Vous voyez, tout est noir ici. Donc là, s'il y a une lésion, on ne va pas le voir. On ne va pas la voir. Mais ce n'est pas le but de l'IRM. L'IRM, c'est pour explorer le rachis ici. OK? Donc, on place une bande de pré-saturation. Parfois, on met deux bandes. Hein. On peut mettre une bande comme ça et une bande comme ça, par exemple. OK? On peut l'utiliser en IRM mammaire. On peut l'utiliser dans beaucoup de circonstances où on veut éviter un corps une structure qui est en mouvement ou qui gêne, et on n'a pas besoin de l'interpréter. OK? Donc, on peut mettre cette bande de pré-saturation. Imaginez cette fois-ci qu'on a besoin de voir les anses intestinales. Dans ce cas, on ne peut pas faire une bande de pré-saturation sur les intestins. Si on va faire une entéro-IRM, l'entéro-IRM, il faut des antispasmodiques avec du glucagon éventuellement, obligatoirement, non pas éventuellement, du moins en Europe, pour diminuer le péristaltisme intestinal. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des séquences rapides. Séquences rapides, c'est les séquences AST, vous voyez, avec une séquence face spinée côté 2, on voit du flou cinétique, avec les séquences AST, généralement, comme si on fait une photo avec une fraction de seconde, donc on n'a pas du tout d'artefact de mouvement. C'est la même chose avec les séquences, l'équivalent Fiesta, donc les codes gradients avec des gradients équilibrés, Fiesta et compagnie, donc les TrueFisp, les BFFE et les Thrive, sont des séquences qui sont très rapides, donc on n'a pas d'artefact de mouvement du péristaltisme intestinal. On peut même les utiliser pour faire du ciné, pour voir le péristaltisme, donc en cas de maladie de Crohn, donc une diminution du péristaltisme ou un truc de genre. Ok? Donc on peut utiliser les séquences rapides, et le glucagon, c'est obligatoire si on a besoin de voir les anses intestinales. Ok? Donc il n'y a pas d'entéro-IRM avec les séquences classiques, il faut des séquences rapides. Donc que ce soit les codes gradients avec gradient équilibré qui offrent un contraste T2, les séquences AST, un contraste T2,
Pour le T1 et le T1 post-Gado, qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé de passer par les séquences écho de gradient T1, généralement dans leur variante 3D, pour faire des acquisitions rapides avec des séquences dynamiques, sans injection, le temps artériel et éventuellement le temps portal. Ok? La séquence de diffusion, c'est une séquence rapide. Pourquoi? Parce qu'elle se base sur l'écoplanar. Donc c'est l'écoplanar, c'est une technique d'acquisition qui est très rapide, donc on n'aura pas beaucoup d'artefacts de mouvement. Ok? C'est clair? Oui, c'est clair. C'est clair, oui. Pour les mouvements respiratoires, vous voyez, c'est ça, hein, les artefacts de mouvement respiratoire, c'est du flou qui se projette dans la direction de la phase. Donc quand on voit cette image, il ne faut pas trop réfléchir. Ça, c'est la phase et ça, c'est la fréquence. Ok? Ici, vous voyez cet artefact ici, c'est l'artefact de la graisse sous-cutanée, puisqu'elle est en hypersignal. Donc on la voit ici. Si elle était en hyposignal, on ne va pas la voir. Elle va se projeter ici, mais puisqu'elle est en hyposignal, on ne va pas la voir. Ok? Donc ça, c'est la direction de la phase. Ça, c'est la direction de la phase. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut changer la phase et la fréquence, c'est la même chose. Hein. Imaginez que le mouvement respiratoire, il est comme ça. Si on va changer la phase dans cette direction, donc la paroi ici, elle va se projeter ici, elle va se projeter ici. Donc elle ne va pas gêner le foie. Ok? Bien sûr, en latéral, vous allez me dire qu'en latéral, on aura des artefacts dans cette direction, mais en latéral, on n'a pas beaucoup de mouvement. Le mouvement, il est plutôt sur la paroi antérieure, plus qu'en latéral et presque pas en postérieur. Il n'y a pas du tout d'artefact. Et donc, on le voit essentiellement sur la paroi abdominale antérieure. Ok? Donc, on peut changer la phase et la fréquence. Qu'est-ce qu'on peut faire également? On peut utiliser des séquences rapides. Par exemple, vous voyez l'IRM cardiaque ici. Le cœur, il est flou. Pourquoi? Parce que le patient, il est en train de respirer. Vous voyez, même le rein, il est artefacté. L'estomac, il est artefacté. Donc ça, c'était en respiration libre. En apnée, vous voyez, tout est clair. Mais pour faire une apnée, il faut que le patient peut tenir une apnée. Donc une apnée, entre 10 et 20 secondes, elle est réalisable. Elle est réalisable avec des séquences rapides. Les séquences rapides, qui me souviennent, c'est les échos de gradient. Échos de gradient T1, que ce soit les séquences flash, les séquences SPGR, les séquences LAVA, les séquences Dixon, les séquences Thrive, sont des séquences qu'on peut réaliser en apnée. C'est de l'écho de gradient T1, donc avec un spoiler qui offre un contraste T1. Il y a l'écho de gradient en steady state, donc en état d'équilibre avec gradient équilibré. Ce sont les séquences Fiesta et compagnie. Donc Fiesta, c'est les SSFP de façon générale. Donc le steady state free precession. Donc c'est les séquences Fiesta, les séquences BFFE, je me rappelle plus, les séquences Trufisp chez Simas. Les séquences AST également sont réalisables en apnée. Les séquences AST sont des séquences en turbo-spinico avec une acquisition single shot. Donc un TR, une apnée, un plan de Fourier, une coupe. Ok? Parfois, en une seule apnée, on peut avoir 4 coupes. Ok? Donc 4 TR en une seule apnée. Par la suite, le patient il respire et on fait un deuxième palier de notre pile de coupe. Ok? Donc l'apnée, si la séquence le permet. Si la séquence ne le permet pas, il faut trouver d'autres solutions. Donc, vous voyez l'écho de gradient T1 pour les séquences dynamiques, l'écho de gradient T2, Fiesta et compagnie, et les séquences AST. Toutes ces séquences peuvent être utilisées en apnée. Ce sont des séquences qui sont rapides, donc qui sont compatibles avec une apnée. Ok? Cette séquence AST, elle peut être réalisée en apnée, comme elle peut être réalisée même en respiration libre. Par exemple, si on a un enfant de 3 ans et on veut faire une Billy IRM, par exemple, on ne peut pas demander à un enfant sous-âgé de faire une apnée. Donc, on peut utiliser les séquences AST. Les séquences AST sont des séquences qui peuvent être réalisées même en respiration libre. On aura des images qui sont très peu artefactées par les mouvements respiratoires. L'acquisition, elle va durer maximum 1 seconde. Donc 1 seconde et on a tout le plan qui est acquis. 1 seconde, à la limite,
c'est faisable, donc sans problème. Et on peut avoir des images non artefactées. Ok? c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut faire également si on est face à une séquence turbo-spinneco T2 par exemple, et elle n'est pas réalisable en apnée, une acquisition qui va durer 2 minutes ou 3 minutes. C'est impossible de faire une apnée de 2 ou 3 minutes. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut utiliser ce qu'on appelle le gating respiratoire ou synchronisation respiratoire. C'est quoi cette synchronisation respiratoire? On va utiliser une ceinture abdominale ou bien l'écho-navigateur. La ceinture abdominale, c'est très simple, c'est une ceinture qui va être placée en péri-ombilical tout autour de la taille du patient. Quand le patient respire, on aura une expansion de l'abdomen. Une expansion de l'abdomen et donc une augmentation de la pression au niveau de la ceinture. Ça va entraîner quoi? Ça va entraîner des mouvements, donc des mouvements oscillatoires. Expiration, inspiration, expiration, inspiration. Ok? Donc on va détecter de façon analogique le mouvement respiratoire. Donc le patient respire, donc le ventre, il va augmenter de calibre ou bien il va diminuer. Il va augmenter en inspiration et diminue en expiration. Ou augmente, donc ça c'est l'inspiration, ça c'est l'expiration. Inspiration, expiration et ainsi de suite. Ok? On peut utiliser une technique qui est 100% numérique. Donc on ne va pas placer une ceinture tout autour du ventre du patient. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ce qu'on appelle l'écho-navigateur. C'est quoi l'écho-navigateur? L'écho-navigateur, vous voyez sur une séquence de repérage, ici, on va prendre une coupe qui passe par le thorax, et donc le poumon, et le foie. Vous voyez ici, c'est quoi? C'est le diaphragme. Ok? Imaginez qu'on va mettre notre écho-navigateur. C'est quoi l'écho-navigateur? C'est un plan de Fourier, et c'est pas un plan de Fourier, c'est une ligne de Fourier. C'est-à-dire une acquisition d'une ligne du plan de Fourier, ligne heavy par exemple. Ok? Si on veut voir cette ligne, dans cette ligne, qu'est-ce qui se passe? Donc cette ligne, elle va représenter un truc noir, puis une zone qui est grise, qui correspond à quoi? Qui correspond au foie. Puis une zone blanche qui correspond à la graisse, puis grise le rein, et ainsi de suite. Imaginez que cette acquisition, elle va se faire en continu. Qu'est-ce qui va se passer? On va trouver une image à peu près comme ça. Vous voyez? Donc ça, c'est en fonction du temps, et ça, c'est l'amplitude. Ok? Ça, c'est le sup, ça, c'est le inf. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une oscillation ici. C'est quoi cette oscillation? Eh bien, cette oscillation, c'est l'interface entre poumon, qui est en A signal, et le foie, qui est plutôt gris. Ce qu'on voit ici en blanc, c'est quoi? C'est la graisse ici, par exemple. Ok? Donc là, la machine, elle va se concentrer sur cette zone-là. Ok? Donc, et elle va voir ces oscillations qui sont à peu près les mêmes que les oscillations analogiques qu'on a détectées par la ceinture abdominale. Ok? Donc, vous voyez, il y a deux techniques, il y a deux démarches, si on veut dire, pour la synchronisation respiratoire. Soit une ceinture, donc c'est de l'analogique, donc physique, soit l'écho-navigateur, c'est du 100% numérique. Il y a des machines ou des constructeurs qui optent plutôt pour l'écho-navigateur, en particulier Siemens. Il y a des constructeurs qui optent plutôt pour des techniques plutôt analogiques, telles que Philips. Parfois les deux, on peut coupler les deux. Il y a des machines qui utilisent, ils te donnent la main, soit on utilise la ceinture, soit l'écho-navigateur. Ok? Donc soit l'écho-navigateur, soit la ceinture abdominale. C'est à vous de choisir. Bon, tout dépend des circonstances et tout. On peut coupler les deux, hein. On peut mettre en place la ceinture. Si la ceinture ne marche pas, on peut utiliser l'écho-navigateur. Ok? On peut utiliser l'une ou l'autre. Les deux sont efficaces, franchement, sur le plan pratique. Il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Donc, que ce soit utiliser la ceinture ou l'écho-navigateur. Il y a d'autres techniques qui sont un peu complexes. C'est ce qu'on appelle la compensation respiratoire. C'est quoi cette compensation respiratoire? Eh bien, vous voyez, il va faire des acquisitions en continu. Par la suite, il va faire une sorte de recalage. Donc, une acquisition du foie en expiration ici, alors qu'en inspiration, le foie il va être ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de recaler les images. C'est très compliqué. Parfois, c'est efficace.
Parfois, ça donne des images qui sont un peu aléatoires. Donc, et elle n'est pas disponible sur toutes les machines. OK? Mais le plus fréquemment, on utilise plutôt la ceinture abdominale et éventuellement l'écho-navigateur. Donc, l'acquisition, elle va se faire comment? Donc, vous voyez, donc là, l'acquisition, elle va se faire comme ça. En expiration, il fait une petite partie de notre plan, puis il arrête l'acquisition. Il fait une autre partie, il arrête l'acquisition, il attend la troisième plutôt expiration pour lancer une acquisition rapide et ainsi de suite. Ok? Une fois il a rempli tout le plan de Fourier et on aura notre image en apnée sans artefact de mouvement. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Pas de questions? Pas de Ok. question pour le moment. Ok. B. Voilà. Pour le battement cardiaque. Pour le battement cardiaque, c'est toujours la direction de la phase. Hein. Donc, mouvement respiratoire, mouvement cardiaque, battement de l'aorte, mouvement aléatoire, tout se projette dans la direction de la phase. Voyez ici combien d'artefacts. On voit l'aorte, le massif cardiaque, avec les mouvements. Voyez le cœur ici, c'est les artefacts dans la direction de la phase. Voyez ce truc arrondi ici, c'est quoi? C'est le battement de l'aorte. Et est-ce que vous voyez tout ça ici? C'est le battement de l'artère brachiale du côté droit et du côté gauche. Donc vous voyez, donc tout ce qui bat, il va se projeter dans la direction de la phase. Ok? Donc ça, on est sûr que ça c'est la direction de la phase et ça c'est la direction de la fréquence. Ok? Comment éviter les battements cardiaques? Eh bien, par la synchronisation cardiaque. On a une solution qui n'est pas très chic, c'est de mettre une bande de présaturation sur le cœur. Ok? Mais une bande de présaturation sur le cœur, elle est efficace par exemple dans quel cas? Un cas par exemple, là je vais m'attarder un tout petit peu parce que je trouve que c'est très important. Pourquoi? Parce que les techniciens parfois ils ne maîtrisent pas la chose et le résident ou le radiologue de façon générale, il peut les aider. Imaginez qu'on veut explorer une masse ici, au niveau de la gouttière costo-vertébrale gauche. Vous voyez que l'aorte, elle est latéralisée un peu à gauche, donc vous imaginez que les artefacts ils vont se projeter sur cette image. Et donc, on va être gêné, que ce soit sur le plan prise de contraste ou analyse du signal de façon générale. Donc, on a combien de choix ici? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a deux choix. Soit changer la phase et la fréquence. Si on change la phase et la fréquence, vous voyez, tous ces artefacts-là, ils vont se projeter dans cette direction. Et donc, l'image, elle ne va pas être gênée par les artefacts du battement du cœur. Donc ça, c'est la solution la plus simple. L'autre solution, c'est quoi? C'est de mettre une bande de présaturation. Vous voyez cette image-là? On met une bande de présaturation. Donc une bande de présaturation, par exemple, on peut la mettre kiff hein? Comme ça. On met une bande de présaturation comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout ça est noir. Tout est noir ici. Et on peut voir notre lésion sans artefact de mouvement qui est dû à l'aorte. Ok? Donc on a deux solutions. Soit changer la phase et la fréquence, soit mettre une bande de présaturation horizontale sur le cœur. Ok? C'est clair? Ou c'est clair? Voilà, donc toujours il faut... Oui. C'est clair, oui. Voilà. C'est la même chose. Je vais effacer. Si on a par exemple une lésion qui est située ici, par exemple. Une lésion qui est située ici, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer la phase et la fréquence. Mais imaginez que la masse, par exemple, je dis n'importe quoi, elle se projette comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer la phase et la fréquence. Mais le problème, c'est que l'artefact du cœur, il va se projeter ici. Donc, il va gêner un peu l'analyse de cette lésion.
Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut placer une bande de pré-saturation comme ça, oblique. Voilà. Ok? On peut ajouter une autre bande de pré-saturation. S'il y a un artefact ou bien un mouvement ici, je dis n'importe quoi, on peut placer une autre bande ici. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Pas de signal ici, pas de signal ici, tout est noir. Et on va voir à peu près surligneur en noir. On va voir, tout est noir ici. Voilà. Tout est noir ici. On aura une image comme ça. L'essentiel, on a notre masse, on peut l'analyser, on peut voir sa prise de contraste et tout. Ok? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe ici? On ne peut pas le dire à cause des artefacts. Ok? L'autre technique la plus chic, ou la plus classe, c'est ça, hein, c'est la synchronisation cardiaque. Mais la synchronisation cardiaque, c'est un temps d'acquisition beaucoup plus important et une technique beaucoup plus compliquée. Ok? La synchronisation cardiaque, c'est ça. On va la voir, Inch'Allah, dans le séminaire J, les différents types de synchronisation cardiaque. Mais le principe, c'est ça. C'est la détection de l'ECG. Et par la suite, on va dire en télédiastole, ça c'est la télédiastole. On n'a pas beaucoup d'artefacts de mouvement du cœur parce que là, on est en diastole. Donc le cœur ne bouge pas beaucoup. Puisqu'il ne bouge pas beaucoup, on va ordonner à la machine de faire l'acquisition à ce moment-là. Puis elle arrête l'acquisition, elle détecte une autre onde R pour attendre jusqu'à la télédiastole qui suit pour remplir une autre partie, et ainsi de suite jusqu'à remplir tout le plan de Fourier dans 5 ou 6 cycles RR. Ok? Donc la synchronisation elle peut être réalisée soit avec le CG, soit avec un capteur de pouls. Avec le capteur de pouls, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à déployer, et ça donne des images de très bonne qualité. Ok? Donc si on revient sur l'image de tout à l'heure et on a notre masse ici, on ne va pas être gêné par le cœur parce que le cœur lui-même ici, sur cette image, il est figé, donc on n'aura pas du tout d'artefact de mouvement cardiaque. Ok? Oui. Docteur Messer, il y Oui. a une question. Est-ce Oui. qu'on peut faire une inversion de Oui. la phase de fréquence et une bande de pré-saturation à la fois? Oui, on peut faire les deux, bien sûr. Et c'est ce que je demande aux résidents. Donc aux résidents et aux radiologues de façon générale, on ne va pas interpréter des images. Un bon radiologue, c'est un bon technicien. Donc il doit savoir techniquer et éviter ces artefacts pour réussir son examen le plus rapidement possible et avoir la meilleure qualité d'image. Donc on peut combiner les deux, il n'y a pas de souci. On peut inverser la phase et la fréquence. Comme la phase et la fréquence, c'est un simple jeu de boutons. كيما تشوف sur Facebook ولا منعش bloquer ولا cliquer sur j'aime, c'est la même chose. Sur inverser la phase et la fréquence, vous allez trouver direction de la phase droite-gauche, vous allez l'inverser en sup-inf ou antéro-postérieur. Ok? C'est un simple jeu de boutons. Il n'y a rien d'extraordinaire ou de sorcier. Ok? La bande de pré-saturation, kiff, forme un bouton où vous appuyez bande de pré-saturation et vous allez voir une bande qui arrive sur l'image. Vous pouvez faire des rotations, vous pouvez l'élargir, vous pouvez tout faire avec la bande de pré-saturation. Ok? Oui, c'est clair. C'est clair? Voilà. Vous voulez qu'on arrête ou on continue? Comme vous voulez, docteur Messer. تحبوا نكملوا السسبتيبيليتي؟ يعني راهو ديما نخاف عليكم انتوما خاطر نعرف اللي c'est un peu compliqué. Peut-être il y a des résidents que la première fois qui voient ça, donc يقول لك هذا فاش يحكي لنا وفاش يعمل لنا, c'est un peu compliqué. Donc ما نحبش نطول برشا, هذاك علاش. Ben, on va continuer avec la susceptibilité magnétique, bon, qui est un artefact qui est très connu et donc l'éviter généralement c'est simple. Donc l'artefact de susceptibilité magnétique,
il est dû à quoi? Eh bien, il est dû, comme son nom l'indique, c'est la susceptibilité magnétique. C'est quoi cette susceptibilité magnétique? Un tissu, quand on va le placer dans un champ magnétique intense et homogène, il va s'aimanter, lui-même il va s'aimanter. Comme un élément classique, on le colle à une barre de fer, le fer il devient aimanté. Donc le fer a une susceptibilité magnétique qui est très importante. Ok, donc il s'aimante de façon très importante. À l'opposé, un bouton, une barre, un bâton en bois, il ne s'aimante pas facilement. Imaginez qu'on va placer une barre de fer avec un truc en bois qui sont très proches et on va les placer dans un champ magnétique. Le fer, il va s'aimanter, alors que le bois, il ne va pas s'aimanter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au contact, donc imaginez que ça c'est une barre de fer, et ça c'est le bâton en bois. Placé dans un champ magnétique, au niveau de la limite, au niveau de la frontière, entre le fer et le bois, il y aura la formation d'un gradient. D'un gradient de champ magnétique. C'est-à-dire, ici, le champ magnétique, il devient... excusez-moi. Il devient intense et brutalement, il passe à un champ magnétique qui est beaucoup moins intense. Donc, comme si on a des chutes d'eau, comme les chutes de Niagara. Il y a un gradient qui est dû à la différence de l'aimantation des deux tissus. Un tissu qui s'aimante facilement, il y a des tissus qui s'aimantent de façon très difficile. Sinon, les tissus qui se montent difficilement, eh ben, il y a deux tissus. Ce sont les tissus qui ne contiennent pas de protons, qui sont l'air et la corticale osseuse. Donc là où on a l'air, où on a la corticale osseuse, dont l'aimantation elle est très difficile dans un champ magnétique, s'ils sont en contact d'une structure ou un tissu liquidien ou graisseux, qui contient beaucoup de protons et donc son aimantation elle est beaucoup plus facile dans un champ magnétique, on aura la formation de ce gradient. C'est ce qu'on appelle l'artefact de susceptibilité magnétique. On le voit ici entre le sinus frontal et le lobe frontal. Donc le lobe frontal il contient beaucoup de protons et il s'aimante facilement, alors que le sinus frontal contient de l'air, il ne s'aimante pas de façon facile, et donc on aura une formation d'un gradient. Un gradient, c'est-à-dire une différence très importante entre l'aimantation du tissu cérébral et l'aimantation de l'air. Donc ça forme cette distorsion de l'image et cet hypersignal au niveau des limites des sinus frontaux. C'est la même chose ici au niveau des lobes temporaux avec le rocher qui contient de l'os compact et donc qui a une susceptibilité magnétique très différente de lobe temporal, et donc on va trouver cet artefact de susceptibilité magnétique. C'est la même chose ici, vous voyez ici tous ces artefacts ici, ces images noires, ces plages noires ici, c'est pas un volume partiel, c'est la susceptibilité magnétique qui est due à la présence des rochers au niveau des lobes temporaux. L'image avec une séquence spinico, vous voyez, avec une séquence spinico, on voit le lobe temporal, alors qu'ici on voit du noir. Pourquoi on voit le noir? Eh bien parce que juste au-dessous de cette coupe, il y a l'os temporal, donc l'os temporal qui contient de l'os compact, qui ne contient pas de protons, et donc qui a il a une aimantation très différente de l'aimantation du lobe temporal, et donc ça donne cet artefact ici et ici. Vous voyez, c'est la même chose au niveau des cellules ethmoïdales. Vous voyez, ici on voit les cloisons des cellules ethmoïdales, ici on ne voit rien du tout, et ça déborde également sur les orbites. Ok?
Donc, c'est ce qu'on appelle l'artefact de susceptibilité magnétique. Pour l'éviter, comment l'éviter? Il faut utiliser une impulsion 180 degrés. Donc, une séquence qui comporte une impulsion 180 degrés. Il faut faire attention, une impulsion 180 degrés, ça c'est le 90, ça c'est le 80, 180. C'est pas le 180 qui arrive avant le 90. Donc, il faut une impulsion 180 degrés ici, après le 90, 180 pour la réception de l'écho ici, à ce temps d'écho. Ok? Là où on a une impulsion 180 degrés, ça permet de rephaser les spins, d'avoir une cohérence des spins et donc d'éviter cette chute, donc, ou cette diminution ou cette variation très rapide de la propriété de l'aimantation des tissus. Ok? La différence est que les chutes, la différence entre les protons liés à l'eau et l'absence de protons du tout, donc ça entraîne une hétérogénéité locale du champ magnétique. Donc tout autour de la frontière par exemple, on aura tout autour un champ qui est très hétérogène, qui est dû à ce gradient de différence d'aimant, donc d'aimantation du champ magnétique. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle l'artefact de susceptibilité magnétique. Pour l'éviter, il faut utiliser les séquences Spin-Echo. Ok? Séquence Spin-Echo. Comment on peut l'éviter également? On peut l'éviter en diminuant le temps d'écho. علاش؟ نعاود نرجع ديما هذاك علاش قلت لكم les bases physiques sont très importants. Donc la montée, une montagne, et puis la descente. La descente c'est quoi? La descente c'est le temps d'écho. Temps d'écho court, temps d'écho qui est lent. Temps d'écho lent, c'est quoi? C'est une chute du signal, c'est un déphasage beaucoup plus important des protons. Comme si on prend l'analogie de la salle de classe, on va laisser les élèves plutôt pendant 5 secondes seuls, donc ils vont se déphaser, mais si on les laisse pendant 30 minutes, ils vont se déphaser davantage. Et dès qu'à le fait de diminuer le temps d'écho, ça permet de diminuer l'artefact de susceptibilité magnétique. Ok? Donc si on a un artefact de susceptibilité magnétique, il ne faut pas hésiter à diminuer le temps d'écho. On a un temps d'écho à 100, on peut travailler à 80, il n'y a pas de souci. Déjà, on gagne deux choses. Deux choses. Tout d'abord, on diminue l'artefact de susceptibilité magnétique. Et secondo, on augmente le SNR, le rapport signal sur bruit. Rapport signal sur bruit ici, il est meilleur par rapport à ici. Vous voyez, c'est exposé au soleil, donc plus de signal. Ici, beaucoup moins de signal. Ok? C'est clair ou pas? C'est clair, oui. Donc, diminuer le temps d'écho, ça diminue l'artefact de susceptibilité magnétique. Wartesh, on a besoin de ça si on a des prothèses. Si on a une prothèse métallique, elle n'est pas ferromagnétique, ça donne des artefacts. Il ne faut pas hésiter. Par exemple, prothèse totale de la hanche bilatérale au niveau des deux hanches, on va faire une coro T2. Il ne faut pas hésiter à changer le temps d'écho. Un temps d'écho qui est préétabli à 90, on peut le mettre à 80. Ça ne change pas grand-chose sur le plan image, mais ça permet de gagner beaucoup de signal et surtout de diminuer ces artefacts, l'amplitude des artefacts. Non pas les réduire, les supprimer complètement, mais ça permet au moins de les réduire. D'autres solutions, c'est l'acquisition radiale, ce qu'on a vu tout à l'heure, le profiler, puisqu'il fait un suréchantillonnage du centre du plan de Fourier, ça permet d'éviter également ces artefacts de susceptibilité magnétique. On peut utiliser également l'imagerie parallèle, ce qu'on appelle le SENS, le GRAPPA, le iPad, tout dépend du constructeur. C'est essentiellement ça. Hein. GRAPPA évolue Siemens, GRAPPA iPad Siemens, SENS chez Philips et je pense General Electric. Je ne me rappelle plus, mais je pense General Electric, je ne me rappelle plus. Mais Philips c'est SENS essentiellement. Donc l'imagerie parallèle, kiff c'est la même chose. L'imagerie parallèle, elle permet de diminuer ces artefacts en permettant de diminuer le temps d'écho. Et en diminuant la matrice également, tout ça, ça permet d'éviter les artefacts de susceptibilité magnétique. Donc si on a un artefact de susceptibilité, vous pouvez l'essayer hein, avec une séquence diff par exemple,
fusion cérébrale, si vous voyez beaucoup d'artefacts de susceptibilité magnétique, vous pouvez changer en un remplissage en profiler, donc en radial au lieu de linéaire. Vous allez voir que vous allez améliorer la qualité de l'image, du moins sur le plan artefact de susceptibilité magnétique. Et voici déjà un exemple. Vous voyez, là c'est avec le sens, et avec le profiler, ça diminue les artefacts. Ok? Peut-être ça augmente un peu le temps d'acquisition, ça dégrade un peu la qualité de l'image sur le plan résolution spatiale, mais sur la séquence diff, à la limite, on s'en fiche de la résolution spatiale. Ok? Je parle de la diff écoplanar. Hein. Je ne parle pas de la diff non IPI qu'on utilise dans les collets, dans la recherche, à la recherche de récidive des collets. Ok? Voilà, il a une application, c'est la détection des micro-saignements. On a dit la susceptibilité magnétique pour les micro-saignements, elle est due à quoi? Elle est due à la présence du fer dans l'hémoglobine. Donc l'hémoglobine avec ces différents stades du méthémoglobine, des oxyhémoglobines, oxyhémoglobine, peu importe. La haqiqa, j'ai jamais حفظتهم, mais l'essentiel à une phase, on ne va pas dire chronique, mais après 1-2 jours maximum, obligatoirement, on va voir un hyposignal au niveau d'un foyer de micro-saignement à cause de dépôt de l'hémoglobine, des oxyhémoglobines, méthémoglobine, intra-extracellulaire, peu importe. Donc, on va voir cet artefact sous forme d'un trou noir. Un trou noir, pourquoi? Parce que c'est du fer. Et le fer, il s'aimante de façon beaucoup plus importante que le parenchyme qui l'entoure. Donc, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un gradient, donc d'aimantation, une différence d'aimantation qui est très importante. On peut prendre l'analogie des ultrasons. Je ne sais pas, pour les ultrasons, donc la réflexion, elle est due à quoi? À la différence d'impédance. Si on a une différence d'impédance qui est très importante, donc on aura une réflexion des ultrasons, des 100% des ultrasons. C'est la même chose ici. Si on a une différence très importante de l'aimantation entre deux tissus qui sont proches, on aura tout autour un champ qui devient très hétérogène et donc un hyposignal, c'est une paire de signal, c'est pas un hyposignal, c'est une paire de signal qui est due à la différence, donc au déphasage très rapide des spins. Donc on va trouver un trou noir. Ok, vous voyez le trou noir ici, on le voit, mais on le voit beaucoup mieux sur l'écho de gradient et peut-être beaucoup plus sur les séquences de susceptibilité, les SWAN, les SWIP. Pourquoi? Parce qu'avec l'écho de gradient, donc on amplifie par l'écoplanar. Donc les SWI, généralement, c'est de l'écho de gradient et écoplanar. Donc le motif, il n'y a pas d'impulsion 180 degrés. Et en plus, la réception en écoplanar qui dégrade davantage la qualité de l'image et l'image devient très sensible aux artefacts de susceptibilité magnétique. Ok? Ok, Dr. Mez, oui. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut rajouter une impulsion 180 degrés dans les séquences flaires pour éviter les pertes signales des espaces sous-arachnoïdiens en cas de prothèse dentaire? Une impulsion 180 degrés? Bon, de présaturation, Mata. Je sais pas, c'est la question comme ça. Est-ce qu'on peut rajouter une impulsion? Je pense que c'est pour. Je pense qu'il parle une impulsion 180 degrés avant de lancer la séquence flair. C'est une bande de présaturation. Bon, sur le plan technique, c'est faisable. Parfois, ça améliore un peu la qualité de l'image. Du moins en théorie, hein, ça c'est sûr. Sur le plan pratique, parfois c'est pas très efficace dans le sens que les protons qui sont situés dans la zone qu'on a saturée, ils sont saturés par l'impulsion 180 degrés, mais on aura toujours l'hétérogénéité du champ magnétique. Ok? Donc la prothèse, elle donne une hétérogénéité du champ magnétique, donc il va dépasser cette bande de présaturation. Donc, ça ne permet pas d'améliorer de façon spectaculaire la qualité de l'image. Il y aura cet artefact. L'artefact, on peut pas, l'hétérogénéité du champ magnétique, on ne peut pas la supprimer par une simple bande de présaturation. On la supprime
par l'impulsion 180 degrés qui permet de rephaser, mais on ne peut pas le supprimer par une bande de présaturation. Pour les prothèses dentaires, on ne peut pas mettre une bande de présaturation. Peut-être, je n'ai pas bien expliqué, peut-être, la bande de présaturation, on ne peut pas la placer, je vais vous montrer ici. Imaginez qu'on veut mettre une bande de présaturation ici, ça ne marche pas. La bande de présaturation, c'est soit comme ça, tout le long, c'est une bande, hein, soit comme ça, soit comme ça. Mais on ne peut pas la placer de façon focale. Ok? Donc le problème qui se pose avec le massif facial, c'est que si on va placer la bande de présaturation, obligatoirement, on va passer soit par la fosse postérieure si on est en sagittal, soit par exemple la fosse postérieure si on est en sagittal ou en coronal. Si on est en axial, on va passer par exemple en latéral. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc la bande de présaturation, on peut la mettre si on a une zone à explorer qui est loin de cette bande. Ok? D'ailleurs, si vous voyez, ça, je fais du saut de coq à l'âne, une spectro par exemple, monovoxel, si vous voyez, quand le technicien place la zone à explorer, le voxel à explorer, il met plein de bandes de présaturation tout autour. Mais la zone, elle va être épargnée. Mais toutes les autres zones vont être saturées. Donc la saturation se fait en bande. On ne peut pas faire une saturation sur une zone bien précise. C'est toute une bande. Je ne sais pas, est-ce que j'ai bien répondu? C'est clair ou c'était pas ça? C'est clair, Marwa. Non. Si tu veux, tu peux ouvrir ton micro pour t'exprimer. C'est bon, oui, merci. Voilà. Ben, vous voulez qu'on s'arrête ou نزيدو نكملو? Il y a une remarque. Oui. La pétition et la cartographie du fer sont aussi des applications. Oui. déjà في الديابو فيها في الكونتيفيكاسيون تاع الفيل. Oui, المقاومات. اي فوالا هذاك علاش حبيت نقف لنا خاطر نتصور اللي تو الكونسنتراسيون بدات تطيح شويه دونك ماذا بيا هذه نعاودوا اون لا برون معناتها ان شاء الله لا سيمين بروشين خاطر فوندردي سي برومي قلنا نحكيو على l'IRM cardiaque technique معناتها comment réaliser une IRM cardiaque que ce soit sur le plan séquence et sur le plan technique. OK? Voilà, les applications de la susceptibilité magnétique, c'est beaucoup. On va voir l'hémochromatose, on va voir la perfusion cérébrale, on va voir l'IRM d'activation cérébrale. Ok? Et donc, quelles sont des applications de la susceptibilité magnétique? Oui, Oussama, est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer la bande passante? Ah, la bande passante. La bande passante, c'est... Bon, c'est très compliqué à expliquer, mais il y a des bandes passantes à l'émission, il y a des bandes passantes à la réception. Une bande passante